c'est un système solaire âgé, dans lequel les planètes sont déjà très formées, et dans lequel les planètes sont maintenant assez froides. Tellement froides qu'elles n'émettent presque plus de lumière. À l'opposé, HR 8799 est un système planétaire extrêmement jeune, 60 millions d'années. C'est très jeune pour les étoiles, c'est extrêmement jeune. Donc à 60 millions d'années, l'étoile vient à peine de se former. Les planètes viennent à peine de se former, et donc elles sont encore chaudes. Si elles sont encore chaudes, elles sont encore légèrement lumineuses. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils ont triché. Ils ont volontairement tenté de découvrir des planètes qui tournent autour d'étoiles jeunes, parce que ces étoiles vont émettre, ces planètes vont émettre un peu de lumière. Elles vont être plus faciles à trouver. Ça a marché. On ne serait pas encore en mesure de découvrir des planètes froides tournant autour d'une étoile relativement âgée. Donc voilà pour cet exploit. Il y en a eu quelques autres à la même période, dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais donc, avec les photographies, vous pouvez indirectement mesurer masse et rayon des étoiles et obtenir très directement la distance de la planète. Masse et rayon de la planète et très indirectement obtenir la distance de la planète par rapport à son étoile. Il y en a eu, comme je le disais, quelques autres de ces découvertes de photographies, à peu près publiées à la même époque. En voici une obtenue par le télescope spatial Hubble. Vous avez une étoile ici, relativement jeune aussi, qui s'appelle Fomalhaut, entourée d'un disque de poussière assez important. Si vous êtes légèrement inquiet en voyant cette image, c'est normal, ça ressemble beaucoup à l'œil de Sauron. Ici. C'est pour ça que vous étiez mal à l'aise, je le sentais. Là. Mais donc, vous pouvez voir la planète, elle est ici, un agrandissement. Planète qui tourne à grande distance de son étoile, à peu près 2 fois plus loin de son étoile que ne l'est la planète Pluton dans notre propre système solaire. Une grosse planète, elle aussi. Alors voilà une photographie du télescope spatial Hubble. En voici une autre. Nos collègues européens en ont potentiellement identifié une autour d'une étoile qui s'appelle Beta dans le Pictoris. C'est une étoile qui est ici. On a masqué la brillance de l'étoile. Il y a un disque de poussière que vous pouvez voir ici de chaque côté et on voit ce que l'on croit être une planète relativement près de son étoile. Ça serait assez intéressant de confirmer cette découverte parce qu'elle serait près, à peu près au niveau de l'orbite de Jupiter, Saturne, donc un peu plus chaude. C'est quand même une grosse planète, 640 fois la masse de la Terre. Voilà. Alors voici les quelques photographies. Si vous mettez tout ça ensemble, nous avons un très joli catalogue de planètes. Je vous présente ici une petite image de quelques-uns de ces systèmes planétaires extrasolaires découverts ce jour. En haut, vous avez notre système solaire, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Jupiter serait quelque part ici, dans le système solaire, Saturne, dans ce coin-là. Alors, vous voyez ce que nous avons découvert à ce jour. C'est un petit échantillon de tout ce qui a été trouvé. On connaît à ce jour, en fait, en date de la semaine dernière, quand j'ai produit la diapositive, 350 planètes extrasolaires depuis une quinzaine d'années. On en trouve donc une vingtaine, une trentaine à tous les ans. La plupart d'entre elles, toutes ces planètes, sont soit situées très très près de leur étoile, ce sont celles qui sont faciles à trouver, ou très très loin de leur étoile, parce que c'est facile de les photographier. Elles sont toutes, pour la plupart, extrêmement massives, beaucoup plus massives que la Terre, et très volumineuses. Donc, dans notre échantillon ici, il y a essentiellement à peu près rien qui ressemble à la Terre. Ce n'est pas une surprise. Les techniques d'observation sont beaucoup plus performantes pour trouver des grosses planètes qui tournent autour de leur étoile que de trouver des petites planètes. Mais ça s'en vient. Okay? Donc, vous avez ici un petit diagramme qui vous présente le nombre de planètes découvertes à ce jour en fonction de leur masse. Alors, vous avez des planètes qui ont plusieurs centaines de fois la masse du Soleil, et puis, bon, on en a à peu près une trentaine qui ont des masses modestes, moins de 50 fois la masse de la Terre, approchant presque 2 à 3 fois la masse de notre planète. Donc, très clairement, on approche de la solution ici. Un autre diagramme que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Voici, c'est un diagramme qui vous présente la masse des planètes en fonction de leur distance par rapport au Soleil. Dans ce diagramme, les petits triangles indiquent les planètes que nous avons observées à ce jour, et en vert, les planètes de notre système solaire. Et vous voyez que tout ce qu'on a trouvé à ce jour, c'est la chose suivante. Voilà. Ici, on a trouvé beaucoup de planètes très massives. Les plus petites découvertes à ce jour sont des planètes qui ont 2 fois la taille,
2 fois la masse de notre planète. Alors, serons-nous capables de faire mieux? La réponse est oui, elle s'en vient. Voici le télescope Kepler, qui dans les prochaines années va, cette année, l'année prochaine, va être capable de trouver des planètes qui ont la taille de la Terre. Donc, restez à l'écoute. Nous y arrivons pour trouver des objets qui arrivent près de la Terre. C'est absolument extraordinaire, là. On va avoir la réponse de notre vivant. Y a-t-il des planètes qui ressemblent à la Terre? Bientôt. Dans 1 an, dans 2 ans. C'est pas quelque chose c'est pas de la science-fiction. C'est bientôt. Serons-nous capables de les voir? Bien, pour faire ça, il va falloir construire de grands télescopes. Dans les plans, il y a présentement le télescope James Webb, lancement prévu fin 2013, début 2014, qui devrait nous permettre de faire des images de systèmes planétaires. Grosses planètes tournant autour de leur étoile. Pour l'horizon 2020, 2030, à peu près, on prévoit un réseau de télescopes dans l'espace qui va s'appeler, du côté européen Darwin, du côté américain Terrestrial Planet Finder, qui devrait nous permettre de photographier des planètes de la taille de la Terre. Elles vont demeurer des petits points lumineux, mais elles auront la taille de la Terre. Elles auront les caractéristiques de la Terre. Et pour au-delà de 2030, 40, 2050, on entrevoit la construction d'un super télescope spatial constitué de 150 télescopes en orbite qui devrait nous permettre de faire des photographies des détails de surface des planètes. Bon, ça c'est pour loin, là. Moi, j'ai 52 ans. Je veux la réponse tout de suite. Je veux savoir s'il y a de la vie. Si j'ai ça, oui, ça je sais qu'il y a de la vie, je vois qu'il y a du vert, il y a des plantes. Mais si j'ai le petit point lumineux, est-ce que je peux démontrer qu'il y a de la vie sur cette planète? Alors, je vais très rapidement sauter par-dessus quelques images parce que je manque de temps, mais je vais vous démontrer que nous pouvons découvrir de la vie sur une autre planète. Voilà. La chose est la suivante. Je reviens encore à la Terre. L'évolution de la vie sur la Terre a transformé notre planète. À cause de l'activité géologique, à cause de l'activité biologique, à cause de l'activité animale et à cause de l'activité humaine, la chimie de notre planète s'est transformée. Notre planète est maintenant une planète dont l'atmosphère est dominée par de l'oxygène, par de l'ozone, par du dioxyde de carbone, les fameux gaz à effet de serre, par du méthane libéré par les rizières, les ruminants, les animaux qui érotent et qui pètent, c'est du méthane. Donc, il y a du méthane dans l'atmosphère, et par de l'eau. L'oxygène, l'ozone et le méthane et l'eau sont 4 composés chimiques uniques à la présence de la vie sur une planète. S'il y a de la vie, il y a nécessairement ces gaz-là sur une planète. Donc, si je suis capable de découvrir, par une certaine méthode, la composition chimique de l'atmosphère d'une planète, je peux démontrer qu'il y a de la vie. Alors, je vais vous soumettre, et on va terminer dans les 3 prochaines minutes là-dessus, je vais vous soumettre l'expérience à laquelle nous participons depuis 1 an ou 2 à l'Observatoire. Nous voulons démontrer qu'il y a de la vie sur la Terre. On connaît la réponse, évidemment, mais c'est correct, ça c'est le cas classique de ce qu'on soumet des étudiants. Les étudiants adorent les questions dont ils connaissent les réponses. Ils sont donc capables de comprendre ce qui se passe. Alors, on connaît la réponse, on sait qu'il y a de la vie sur Terre, mais sommes-nous capables de le prouver? L'idée, c'est de mesurer cette composition chimique de l'atmosphère de la Terre. Il y a différentes façons de s'y prendre. Vous pouvez lancer une sonde spatiale, loin de la Terre, utiliser des instruments pour analyser la composition chimique de la Terre. C'est facile, ça a l'air facile, ça a été fait et ça marche. Mais ça coûte cher. Centaines de millions de dollars pour faire ça. On peut aussi le faire d'une autre façon, en observant la Lune. Alors, voici la chose suivante. Vous avez la Terre, la Lune, le Soleil est loin à gauche. Le Soleil éclaire la Lune, le Soleil éclaire la Terre. La lumière qui frappe la Lune et est déviée vers nous, réfléchie vers nous, ça provoque la partie brillante de la Lune. La lumière qui frappe la Terre, réfléchit vers l'arrière de la Lune et revient vers nous, ça éclaire l'arrière de la Lune. Vous le savez, quand vous pouvez voir le croissant de Lune peu de temps après le coucher du Soleil, on voit le reste de la boule. Le reste de la boule, c'est ce que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle la lumière cendrée. Et ça, c'est la réflexion de la lumière du Soleil qui a frappé la Terre et qui a été réfléchie par la Lune. Cette lumière cendrée contient de l'information terrestre. Elle a touché la Terre.